Bon, eh bien, on a le plaisir d'accueillir Tom de Louis, Bonjour. qui est un grand gourmand, il faut le dire, et qui nous a suggéré de faire des lasagnes. Donc, nous allons apprendre à faire des lasagnes bolognaises. Mais auparavant, on va en apprendre un petit peu plus sur toi, Tom, puisque tu viens tout juste de reprendre l'entreprise de tes parents, je crois. C'est ça exactement. Donc je m'appelle Tom de Louis, j'ai 27 ans demain, très exactement. Et je travaille avec mes parents depuis plus de 10 ans maintenant. On est spécialisé dans le commerce de détail d'articles de sport destinés au sport outdoor. C'est un magasin qui s'appelle Espace Montagne. On est sur Francheville, pas très loin de chez les Nitards. On fait un petit peu de route pour venir parfois parce qu'un midi ça nous prend. Et comme disait Karine, effectivement, épicurien à mes heures perdues et passionné de nourriture. Et un grand sportif quand même à la base. Et un grand sportif à la base, grand Montagne sportif. plutôt. Montagne beaucoup depuis petit, beaucoup d'escalade pendant 12 ans en compétition, maintenant en loisir. Alpinisme, randonnée, ski, boxe, enfin voilà. Comme Cyril, quoi, un grand sportif. C'est ça, Exactement. c'est ça. Et donc, Cyril, alors dis-nous, les lasagnes bolognaises aujourd'hui au programme. Oui, c'est un choix de Tom, hein, il aime la lasagne qu'on lui fait. Moi, c'est une lasagne que j'ai appris, on va dire, au fur et à mesure de ma carrière. Il n'y a pas une recette bien décrite ou une recette à quelqu'un. Je me la suis un peu adaptée à ma façon. Hein. Des recettes de lasagne, je pense, comme certaines recettes, chacun a la sienne. Alors bon, la mienne, elle fait quand même pas mal d'émules, donc on va la faire aujourd'hui. Allez, on va découvrir tout ça. Bon, donc Tom, on va te chausser le tablier, parce que quand tu cuisines, il faut toujours avoir un tablier. Hop, Donc voilà, c'est le couronnement. c'est le couronnement, et tu l'attaches donc par devant, parce que dans les cuisines professionnelles, il faut l'attacher devant, D'accord. Et je le noue. et tu le noues comme Simplement tu veux, comme mes lacets. ça sert, voilà. Parce qu'après, il faut pouvoir glisser un chiffon dont on a toujours besoin pour quand tu prends une casserole chaude, voilà. Et bien, Donc voilà, Tom, nous sommes devant les ingrédients. Si tu as des questions, c'est le moment. déjà peut-être une première question parce que on a plusieurs viandes. Donc, Alors, c'est vrai. Donc, alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris en Italie, parce que j'y ai fait un passage. En Italie, on prépare souvent la bolognaise, voire la lasagne, avec trois viandes de base. Donc là, nous retrouvons une viande de porc, qui va être de la guanciale, qui est une viande qui part à peu près de la joue, qui est donc un peu de la gorge. On a deux viandes, donc il faut bien préciser que c'est deux viandes à braiser, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la bolognaise, ce n'est pas une préparation express. Ok. Ça ne se fait pas avec des steaks hachés, hein, ça se fait avec là un paleron de bœuf qui va demander au minimum entre 2 et 4 heures de cuisson, et un paleron de veau. Hein, on va les reconnaître par leurs gros tendons. Hein, donc des viandes à braiser. Ok. Pour cela, on va devoir démarrer notre bolognaise la veille, D'accord. par sécurité, si on ne veut pas se lever trop tôt le matin pour manger à midi. Ou alors le matin pour le soir. D'accord. Très bien. Alors si on n'a pas de guanciale, on peut le remplacer par de la pancetta, hein, qui va être donc la partie plus poitrine. Toujours pareil, assaisonné. Mais c'est vrai que là, la particularité, c'est tout le gras là. Voilà. On a trois parties en fin de compte là. On a la partie donc bolognaise, on a la partie sauce tomate et la partie béchamel, D'accord. si on peut l'appeler comme ça. Donc, si on voit dans cette partie-là, il n'y a aucun apport de gras pour faire rissoler les viandes. Et ta remarque était judicieuse, c'est que c'est cela qui va rissoler la viande, c'est-à-dire que quand on va le faire fondre, ça va avoir l'apport de gras nécessaire et il nous restera les gratons pour faire l'apport de viande. Super. J'en ai l'eau à la bouche. Donc Tom, là on va être sur la première phase qui va être de hacher les viandes. Okay. Donc je vais quand même montrer, même si ça va être quand même assez difficile, le taillage, on va dire au couteau. Hein. Ça sera assez difficile et fastidieux. Donc le mieux serait de se munir d'un hachoir même manuel. Si on n'a pas ça et qu'on veut rester puriste à 100%, voilà un peu le taillage. C'est-à-dire que ça va être des dés d'environ 5 mm. Voilà. Ah oui, Hein. d'accord. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais te tailler des lanières, comme ça. Voilà. Hein. Et
on va utiliser un hachoir. Un hachoir où l'on va mettre une grille, donc pour retrouver ce genre de taillage. On va mettre une grille qui est assez large, avec des gros trous, qui est de 14 mm, parce qu'on a envie d'avoir une viande et d'avoir un peu de mâche. Je veux qu'il reste des morceaux et qu'on puisse distinguer les morceaux. Donc je vais te demander de t'approcher de la machine, je vais la mettre en marche, ça va faire du bruit, et tu vas me passer la viande. Là, on a passé exclusivement le veau et le bœuf. Oui, ça prend bien la tête. Et on va passer séparément la guanciale et donc le porc. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est elle qui va nous apporter le gras. Donc, on va vouloir faire un apport de gras. Donc, avant, ce qu'on va faire pour gagner quelques secondes, quelques minutes, on va mettre notre rondeau au chaud. Voilà, rissoler et cuire. On va utiliser qu'un seul ustensile pour justement pouvoir récupérer au maximum les sucs, c'est-à-dire toutes les protéines, toutes les choses qui vont se coller au fond. Donc là, on est à sec, hein, il n'y a absolument rien dedans, hein, on est à sec. On va laisser chauffer. Donc ça, c'est une cocotte en fonte. Cocotte en fonte, alors oui, parce que... recommande... Tout à fait, parce que la fonte est quand même quelque chose qui répartit très bien la chaleur. Et dans notre four, donc comme on parlait d'une cuisson qui va durer plusieurs heures, c'est quand même un ustensile qui est très très bien pour tout ce qui est mijotage. Là, on va enlever dans un premier temps la couenne, parce qu'on ne va pas s'en servir pour la bolo. Mais par contre, on va s'en servir comme apport, on va dire, aromatique dans notre sauce tomate. Donc on essaye de récupérer toujours au maximum les choses qu'on utilise. Donc on se met la couenne de côté. Et là, je vais couper la viande. Donc on voit bien cette partie très grasse. Voilà. Même opération. Tu le passes. Voilà, on récupère tout. On vérifie qu'il ne nous reste pas trop de viande à l'intérieur, on ne sait jamais. Hein. Donc ça, vu que c'est que du gras, on va pouvoir le faire rissoler. Si c'était du bœuf, on l'aurait perdu. D'accord, on l'aurait perdu. On l'aurait donné au chien. Mais là, on va retailler donc manuellement. On essaye toujours, parce que dans les machines, c'est bien, mais on perd toujours pas mal de marchandises. Donc, ouais, c'est mécanique. C'est un péché. C'est ça, vu le prix des ingrédients. Voilà, je vais te demander de le mettre maintenant dans la casserole, dans la marmite, on va l'appeler comme tu veux. Voilà. J'envoie direct. Voilà, alors tu peux envoyer ou pousser. Voilà. Donc là on a un peu de bœuf, c'est pas grave? Non, c'est pas très grave, la quantité ne va pas nous gêner. Donc voilà, on va laisser bien rissoler, fondre. Donc ça, je t'en débarrasse. La spatule, on la met comme ça permet de ne pas la perdre. Et on va se mettre sur les légumes. Allez, super. Donc, les garnitures aromatiques, ça va être carottes, céleri, ail et oignon. Donc là, le même processus que la viande, c'est-à-dire qu'on a moyen de faire à la main, bien sûr, hein, parce que bon, la bolognaise sûrement elle existait avant les machines. Donc là, on est sur un oignon ciselé. Magnifique. Voilà. Bon, là, il y a un peu de métier, sachant les que... 42 ans d'expérience parlent. C'est ça. Voilà, on a un oignon ciselé. Là, on peut avoir de la brunoise de légumes. Voilà. D'accord, donc il faut vraiment détailler en petits dés, quoi. Pareil avec le céleri et l'ail. À ce moment-là, on le hacherait. D'accord. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait obtenir. Pour quelqu'un d'initié, ça va lui prendre environ, on va dire, une vingtaine, voire 30 minutes. Et là, nous avons cet appareil qui s'appelle un mixeur.
qu'on peut avoir à la maison, hein. Peut-être pas cette marque-là parce qu'elle est professionnelle, mais aujourd'hui je pense que bon, c'est vrai que les listes de mariage s'orientent beaucoup sur les voyages, mais avant, dans nos listes de mariage, on mettait des mixeurs par exemple. Donc il faut y revenir. Tu vas bientôt te marier, non? Eh ben, je crois pas que ce soit au programme pour l'instant. Je demanderai à madame. D'accord. Donc à ce moment-là... Mais je trouverai une autre occasion d'acheter un bon mixeur, ceci. Oui, oui, c'est vrai qu'un mixeur, on peut toujours s'en séparer. Exactement. Alors, on entend quand même quelque chose qui crépite derrière nous. Tom, tu devrais aller y jeter un œil Allez. et me dire à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on a un effet un peu graton? On a carrément un effet graton. Et on voit vraiment le jus, c'est incroyable. Le gras, oui. Ouais, le gras, ouais. Non, mais il n'y a pas de souci, pas de souci. Donc on va attendre quand même. Voilà, on a les premiers effets gratons qu'on voit là. Okay. On a un apport de gras qui est déjà conséquent, mais on va chercher à aller un peu plus loin. Et tu enchaîneras avec les 2 viandes maigres. Par contre, comme on le disait, si on n'en a pas et qu'on utilise quelque chose de plus maigre comme on va dire le jambon cru ou la pancetta qui peut être un peu plus maigre, à ce moment-là, un petit apport d'huile d'olive serait peut-être nécessaire. Mais toujours éviter, on a déjà pas mal de viande, si en plus on m'accuse de mettre du gras, alors là, j'utilise ma machine. Donc là, voilà, on y est. On n'est pas sur un travail aussi parfait qu'au couteau, mais bon. Là, je pense que tu peux venir avec les viandes. Et là, pareil, je les déverse directement Comme ça, à la main. c'est ça, à la main ou tu t'aides avec une spatule. Parce qu'à la main, le problème que tu peux avoir, c'est que si ça gicle d'un coup, tu vas te brûler la main. D'accord. Pensons aussi sécurité quand on est en cuisine. On utilise souvent des objets dangereux ou des sources d'énergie dangereuses. Effectivement. Voilà. Donc là, toujours bien réparti, c'est très bien ce que tu fais. Tu utilises toute la surface pour surtout pas avoir une viande qui se mette à bouillir. Alors les viandes qui se mettent à bouillir souvent, c'est des viandes gorgées d'eau, qui veut dire des viandes pas de très très bonne qualité, ou alors c'est qu'on a un feu pas assez fort. Bon là, on va espérer que tout se passe bien. C'est ce qui est en train de se faire et on va retourner sur nos légumes. Allez. On va laisser rissoler. Alors un détail important, on ne me voit pas assaisonner pour l'instant. Oui. Pourquoi? Parce que la guanciale, comme je l'ai signifié, est un produit de salaison. Elle a été conservée au sel et au poivre. Donc on ne sait pas vraiment la dose qui a été mise. Donc on va attendre d'avoir toutes nos viandes rissolées pour ajuster. D'accord. Donc on n'assaisonne pas là. Et donc ça passera par goûter, tout Voilà, simplement. on goûtera. Une fois rissolé, parce que là on aura l'eau des viandes qui sera évaporée et là on aura vraiment ce goût d'assaisonnement. Bon, moi goûter c'est vraiment ma partie préférée. Là il y a un intérêt à remuer souvent. On laisse vivre un petit peu. Tant que ça pince pas, pincer, c'est-à-dire que tu vois, là pour l'instant tu es sur quelque chose qui est en train de rendre tout ce qui est l'eau des végétations des viandes. Okay. Et donc tout ça, dedans il y a on appelle ça les glucides, les protéines, tout ça. Ils vont commencer à pincer au fond, c'est-à-dire qu'ils vont attacher. D'accord. Et c'est là où on va essayer au maximum de grattonner. Et donc du coup de pouvoir donner un goût beaucoup plus torréfié, quoi. Un goût à la viande. Il ne faut surtout pas à ce moment-là, là tu vois, tant que tu as ce bruit-là et tout, il ne faut surtout pas mettre de liquide ou quoi que ce soit. Il faut attendre vraiment que cette eau disparaisse. Parallèlement, le temps que la viande rissole, nous allons attaquer la sauce tomate. La sauce tomate parce que, alors on va dire, mais pourquoi il fait de la sauce tomate avec de la bolognaise? J'aime bien avoir une sauce bolognaise qui est un vrai ragoût, on va le voir, avec du vin rouge, du fond de veau. Mais j'aime aussi avoir une sauce tomate qui va apporter de la fraîcheur. Et là, je vais faire une sauce tomate en parallèle, qui n'aura pas touché de viande. Okay. Alors là, un apport de gras, huile d'olive, c'est ça. On met la petite couenne qu'on a conservée, les oignons. Alors je vais te demander de les tailler en 4, tu fais attention à tes doigts, et tu les mets dedans. Bon pareil, les oignons, on peut recommencer la démonstration de les tailler très fin. Là on va aller directement dans le vif du sujet. Voilà, on va passer à la case départ sans toucher les 20 000 francs. On y va. Je mets l'ail. Il va se hacher directement dans le mixeur. Donc là,
On a la garniture qui est hachée et on va faire rissoler cette ail et cet oignon. Et voilà. Et on le fait rissoler avec coloration. Là, on regarde et on entend que ça commence à pincer. Voilà, tu remues. Alors on va baisser le feu pour être sûr de ne pas te brûler. Tu entends, déjà on entend les sucs qui attachent. On voit bien les bords. On va rester un peu devant en jetant un œil parallèlement à la sauce tomate. Là, on va mener 2 opérations. Voilà, tu peux même remuer avec la même spatule, sans qu'il y ait de viande dessus. Mais après, bon. La petite question du moldu de cuisine que je suis. Oui. Même si on fait du coup une sauce bolognaise et une sauce tomate, on va les lier au moment de monter les lasagnes. Et ça apporte quand même la fraîcheur d'avoir la sauce tomate à côté. Quand je parle de fraîcheur, c'est ce goût de tomate. D'accord. Tu verras que même si ça fait un plat unique, je les sépare avec une pâte. D'accord. C'est-à-dire que quand je... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ah, je comprends mieux. Voilà. On va remonter le feu. Le souci du détail. C'est ça. Le souci du détail est toujours pareil, avoir le visuel et la logique, on va dire, qui soit là, qui soit présent. Dans les 2 préparations, dans l'assaisonnement, il fait partie du sucre parce qu'on va utiliser quand même de la tomate. Alors bon, là, je vais utiliser de la tomate conserve, malgré la saison où on pourrait utiliser de la tomate fraîche, parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui vont vouloir faire cette lasagne l'hiver. Il ne faudra surtout pas utiliser de la tomate d'hiver pour faire de la lasagne qui n'ont aucun apport. D'accord. Tandis qu'une bonne tomate bien mûre qui a été mise en conserve, alors si on le fait soi-même, mais bon, on peut trouver quand même des marques qui sont très sérieuses, sera beaucoup plus nutritive et intéressante que des tomates d'hiver poussées hors sol. D'accord. Et c'est le cas, c'est-à-dire que là j'utilise des tomates françaises, fabriquées en France, du côté de Monteux, donc dans le Vaucluse, et c'est vraiment des gens sérieux qui font de la bonne tomate de conserve. C'est vrai que, à titre personnel, j'ai un peu de mal à trouver de la bonne tomate sur conserve. Sur de la conserve. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a toujours un goût assez aseptisé. C'est ça. Alors il y a des marques italiennes qui sont très bien, vu que quand même ça reste quand même le... Alors là je ne l'ai pas dit, mais c'était une pincée de sucre que j'ai mis. D'accord. On était sur le sucre. On n'est pas encore sur l'assaisonnement du sel. On va pas tarder. On va mettre du concentré de tomate. Donc dans les 2, pareil, on est sur la même sélection de produits. Donc un concentré de tomate que l'on va faire suer. C'est-à-dire, s'il reste quand même un apport d'eau dedans, on va le faire torréfier même, on dirait. Torréfier, c'est-à-dire qu'on va concentrer ses saveurs jusqu'à coloration. Alors là, on était sur la sauce tomate. On va faire de même sur la bolognaise. Alors j'aurais pu te laisser le faire, mais je sens de la chaleur autour du fourneau et je ne sais pas si tu en as l'habitude. Effectivement, c'est aussi une remarque que je me faisais, ça chauffe beaucoup plus que la maison. C'est ça, et sachant qu'on a mis la clim aujourd'hui. D'accord. Voilà, alors là on voit bien cette coloration qui se fait. Voilà. Alors on va essayer de passer outre, surtout dans la bolognaise, de passer outre la coloration de tomate. On va vouloir vraiment apporter une coloration viande, donc légèrement marron. Voilà. Je te laisse en juger. Alors, moi j'en ai pris un petit peu plus parce que je suis gourmand. Et tu verras que c'est des viandes à braiser, donc très résistantes à la bouche. Et tu as vu, on a ce sel qui est là. On va faire attention au sel. C'est délicieux. Là, effectivement, je pense que c'est prêt au niveau de l'assaisonnement. Mais on va apporter pas mal de liquide quand même. Mais c'est vrai que on voit vraiment ce sel, alors qu'on n'en a pas mis du tout. Donc c'est saisissant, il y a vraiment le goût du guanciale qui est relevé. C'est très intéressant. Donc là, on est sur 2 rissolages différents. Sur la sauce tomate, on va apporter donc ce coulis que je disais, qui est un coulis donc pré-préparé. Alors, pour les gens qui veulent la préparer l'été, on va quand même dire que 1 kg environ de ce coulis-là conserve va correspondre environ à 1,6 kg
de tomates fraîches, D'accord. épipinées. Hein, D'accord. parce que bon, selon la qualité des tomates, qu'on prenne, on va dire, des marandes qui ont très peu de pépins, des cornues qui ont encore moins de pépins, Oui. on va en mettre 1,6 kg. D'accord. Pour des tomates type tomate à salade où il y a beaucoup de pépins, il faudra peut-être monter jusqu'à 1,8 kg D'accord. parce qu'on va se retrouver avec beaucoup d'eau et beaucoup de pépins. D'accord. Voilà. Là, on va faire la même opération. Je vais te demander de goûter. Parallèlement, je mets les légumes donc dans la viande et là, on va entendre, ça va. Ah oui, effectivement, le Là, c'est pas du tout salé. poulet de tomate est vraiment très bon. Mais effectivement, pour l'instant, on donne la Oui. celui-là. Et là, j'ai mis parallèlement, j'ai mis les légumes. Alors, j'ai attendu que j'ai un vrai rissolage parce que les légumes apportent tellement d'eau qu'on pourrait se retrouver à arrêter le côté torréfaction aussi bien de la viande que de la tomate. D'accord. Donc, les légumes, on va les laisser suer, mais un peu moins. Voilà. Donc si on résume là sur la partie bolognaise, on met d'abord le gras du guanciale. Oui, enfin, le guanciale qui va nous guanciale apporter avec- le gras, oui. Une fois qu'il a bien rendu du coup la partie eau qu'il avait à l'intérieur, on ajoute la viande. C'est ça. Après on laisse bien rissoler. On goûte pour voir si la viande est bien à point entre guillemets, hein, c'est Oui, bien ça. c'est Et puis ça. après on ajoute le concentré de tomate, puis les légumes. C'est ça, Ok. voilà. Alors, si on a goûté, c'est surtout pour cette histoire de salaison. D'accord. Si on utilise d'autres produits que la guanciale, et qui n'est peut-être pas une salaison trop salée, Aussi importante. voilà, on pourrait ajouter du sel. Là, ça n'en demande pas. Effectivement, ouais. Voilà. Donc là, on va laisser rissoler donc, nos légumes. La tomate, elle a porté ébullition. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire un bouquet garni. On a sélectionné du romarin, de la sauge. Je te laisse passer là, c'est toi qui vas le faire, le bouquet garni. Ok. Du romarin, de la sauge, du thym, du laurier et cette branche de céleri. En fin de compte, on a vu qu'on avait utilisé côte de céleri pour la bolognaise. Ben là, on utilise les feuilles. Donc D'accord. rien n'est gaspillé, toujours pareil. Donc toi, tu vas les réunir et tu vas faire un bouquet garni. Est-ce que tu sais faire un bouquet garni? Je pense. Alors, on va voir. Je serai là pour rectifier s'il faut. Alors. Est-ce qu'il y a un intérêt à entremêler Alors, il y a simplement l'intérêt d'emprisonner le laurier, à l'intérieur? voilà, qui lui risque, quand tu vas emprisonner, c'est-à-dire pas à l'extérieur, à l'intérieur, parce que c'est le plus sec et tu risques simplement de le casser avec la ficelle. Donc D'accord. il va partir. Donc, que si tu l'emprisonnes, il ne pourra pas partir parce que les liens vont être extérieurs. D'accord. Voilà. Ah, on est pas mal. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est très joli, hein. Mais c'est vraiment pas très bien. Oui. Disons que si je fais ça, je pense que voilà. D'accord. Voilà, par exemple. Effectivement. Alors, on le prend, le bouquet garni. La ficelle, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, hein. Pour l'instant. Ouais, tout augmente, mais quand même. Donc, on coince la ficelle. D'accord. Voilà, voilà ce que c'est qu'un bouquet garni. Eh oui. C'était un petit piège que je faisais parce que les bouquets garnis, à l'époque, on prenait quelques coups de pied au derrière quand on faisait ce que tu viens de faire. Bah écoute, Mais je ne vais pas me permettre. Je sais qu'aujourd'hui, il faut plus le faire. Voilà. non, ça devient un petit peu plus touchy effectivement. Ouais. Mais en tout cas, c'est une leçon bien apprise. Voilà. Et donc là, on peut... Parce qu'en plus, il faut savoir que les légumes, donc le céleri hein, ou les herbes, mais surtout le céleri, lui, va réduire en cuisant. Donc si on ne le sert pas bien, Oui. poup, le bouquet garni va partir tout seul et après, il faut aller à la pêche. Et on Après, perd du pour temps. Pour ma défense, j'avais prévu d'en mettre un autre en bas et un autre en haut. Mais Ah. c'était sûrement pas assez quand même. Oui, mais ça aussi, on cherche... Alors, voilà. Je dirai pas ce que je pense. Ouais. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a appris un peu trop aux enfants à parler. Voilà, on a notre sauce tomate. Alors elle, par contre, tu l'as goûtée, je pense qu'elle devait manquer d'assaisonnement. Effectivement, moi j'aurais rajouté du sel et du poivre. Tout à fait. Alors après le poivre, la question que je me pose c'est que
enfin, il va changer quand il cuit. Oui. Peut-être que c'est judicieux de le mettre après cuisson. Alors, c'est tout à fait, c'est une bonne remarque. Par expérience, moi je le mets avant parce que je connais les quantités. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très judicieux, c'est-à-dire que le poivre est une épice qui s'infuse, comme beaucoup les épices. Et au départ, on en met en goutte, on dit il n'y en a pas assez, on en rajoute. Et là, c'est le piège, c'est-à-dire que pendant la cuisson, ça va s'infuser, ça va se diffuser. Et là, on dit mince, j'ai trop poivré. Voilà. Alors, voilà. Si on doute de ça, autant faire ce que tu dis. Donc là, nous voyons que notre viande a bien rissolé. On va déglacer. Alors là, pareil, je fais quelque chose, je ne suis peut-être pas unique à le faire, mais en tout cas, pas beaucoup de monde le fait. C'est-à-dire que souvent, on déglace une bolognaise avec du vin blanc. D'accord. Dans l'idée de tomate, vin blanc. Moi, c'est dans l'idée plus d'un sauté de bœuf, un peu style. Alors, bon, je vais peut-être dire quelque chose, une ânerie, mais bon, c'est comme ça que je le réfléchis. D'un sauté de bœuf un peu bourguignon, Oui. que ça amène plus de ce côté, on va dire, plus ce côté ragoût. Voilà. Donc, moi, c'est vin rouge. Et là, on va attendre la réduction. Au niveau de la sélection du vin. Alors, essentiellement, le plus de degrés possible. D'accord. Là, pour tout dire, on est quand même sur du 13 degrés. Même si ça reste du vin de Cuby, Ouais. on reste sur des vins qui sont d'Ardèche, D'accord. en Cuby, qui font 13 degrés. Les vins de communauté européenne à 11 degrés, qui rassemblent toute la communauté européenne et de Navarre, franchement, il n'y a pas tellement d'intérêt. Il faut travailler sur des vins, bon, quand on veut vraiment que ça soit reconnaissable, sur du 13 degrés. D'accord. Ouais. Là, c'est ce qu'on a. C'est essentiellement du grenache d'Ardèche, Cuby, 13 degrés. Voilà. Grenache d'Ardèche. Là, on voit que le vin a réduit. On va, On a toujours cette belle couleur marron. c'est ça. Là, on va apporter donc de la tomate. Parce que la bolognaise, quand même si on veut faire un ragoût, il y a de la tomate. Ce n'est pas l'élément principal comme dans une sauce tomate, mais il en faut. On va attendre que ça reprenne ébullition. Et donc là, c'est ce qu'on trouve dans les supermarchés, par exemple, de la pulpe de tomate. Ah, c'est la même que celle-ci. D'accord. Donc là, on est en attente de deux choses. Ça rebout. Et là, on va mettre du fond de veau. Alors, c'est là où ça risque de se corser. D'ailleurs, le fond de veau va corser la sauce, pour faire un mauvais jeu de mots ou un bon. Mais c'est que les gens vont dire « Ah, le fond de veau, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, c'est un peu comme le fond blanc de volaille. On peut quand même aller utiliser des petits cubes, de la poudre, bon, parce qu'à un moment donné, On n'a pas forcément voilà, le temps d'en d'aller faire. son fond de veau la veille. Tout à fait. Ouais. Surtout qu'un fond de veau, ça se torréfie, ça se cuit et ça se réduit. Donc, il faut planifier environ 8 à 12 heures pour faire un fond de veau. D'accord. Donc 12 heures sur une journée, c'est compliqué. Donc c'est souvent sur 2 jours et on va l'utiliser le 3e jour. Donc on peut utiliser des poudres, sachant que dans cette préparation-là, c'est pas la chose qui va ressortir en premier, parce que la viande, elle aussi, va apporter son goût. Donc ça peut se faire. C'est pas comme si on aurait à faire un steak au poivre et que ça soit la sauce. À ce moment-là, bon, on se dirait mince, on mange de la sauce en poudre. Là, on fait un apport. Donc la quantité de fond de veau qu'on met par 1 rapport litre. Et là, on est sur une bolognaise pour 8 personnes en gros. Là, on est sur une bolognaise. Nous, on va vouloir faire 8 personnes. Très honnêtement, je m'en suis rapproché le plus possible. On va voir quand on va la monter. D'accord. Sachant que ça soit la bolognaise, que ça soit la sauce tomate, s'il en reste, on peut congeler. D'accord. On fera toujours une spaghetti bolognaise plus tard. Magnifique. Et on fera toujours un spaghetti à la tomate et au basilic plus tard. Donc, c'est des choses. Ta question est très intéressante parce que quelquefois on se dit ouais, c'est du travail pour manger en 10 minutes. Non, là on peut qu'on ait fait 4, 6, 8, voire allez, si on a un ustensile jusqu'à environ 16 personnes, c'est-à-dire presque le double de ça, Ouais. la possibilité, il vaut mieux le faire. D'accord. Parce que c'est le même travail. Et oui, après pour la semaine, Voilà. on pourra se manger une belle bolognaise. Pour la semaine où on met au congélateur, des potes arrivent au dernier moment, paf, on fait un spaghetti, on sort la bolo, on se fait une soirée spaghetti bolo et c'est merveilleux. Voilà. Donc ça, n'ayons pas peur de
multiplier, voilà, de surdoser, de multiplier les quantités si on a les ustensiles pour, parce que c'est le même travail physiquement et on y gagne en préparation. Là, on va avoir notre sauce qui est prête. C'était le petit nota bene du chef. Oui, et de toi, parce que c'est toi qui as posé la question. Et c'est vrai que souvent, on veut démarrer des plats et on démarre toujours à zéro chaque plat qu'on fait. On se dit, ouais, la cuisine, c'est pénible. Il y a moyen de démarrer en quantité. Après, il faut avoir un bon congélateur. C'est ça. Voilà. Et respecter la chaîne du froid. Ça, c'est important. On ne va pas passer de chaud à congèle. On va mettre d'abord, on va faire tomber ça en dessous de 60 degrés. Ensuite, on va mettre au frigo et ensuite, on va mettre au congélateur. D'accord. Ah, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi parce que justement, je me pose souvent la question d'à quel moment je peux mettre. Au frigo, ça va être au frigo, sachant qu'un frigo, ça va jusqu'à 6 degrés. Il ne faudrait pas non plus trop le booster. Il faut arriver à une vingtaine de degrés. Mais sachant qu'entre 20 degrés et 60 degrés, c'est là où les bactéries vont le plus se propager. D'accord. Jusqu'à 63 degrés, une bactérie est assez tenace. Donc, c'est de faire tomber cette température de 60 et quelques degrés à ce qu'on la mette au frigo le plus rapidement possible. Donc, quelques astuces. Mettre le cul de la casserole avec sa sauce dans un lavabo et mettre de l'eau à côté. Un petit filet d'eau froide, ça va refaire tomber la température très vite. D'accord. Voilà. Si on a une machine à glaçons, ce qui n'est pas permis à tout le monde à la maison, bien sûr, on met des glaçons dessous. Mais après, c'est de vite mettre au frigo jusqu'à ce que ça retombe environ à 2 degrés au frigo. Et après, on passe au congélateur. Incroyable. Voilà, la chaîne du froid. Et l'inverse, c'est pareil. L'inverse, on sort quelque chose du congélateur la veille, on met au frigo au moins une nuit, voire jusqu'au lendemain, et on passe en chaleur ensuite. On respecte toujours les chaînes à l'endroit et à l'envers. C'est là qu'on crée le moins de bactéries. Putain, tu travailles à côté de ça toute la journée, quoi. Non, moi je suis un peu là-bas, mais ouais. Oui, quand je suis en cuisson. Hein. Mais là, ici encore, je suis favorisé. Mais t'imagines, dans un service, ouais. Tu es là, et c'est plus chaud que ça, parce que tu allumes ça. Ça c'est à 4-5 kilos. Hein. Ça manque watts. 5000 watts. Tu vois, ça, pour gratiner et tout, tu vois. Eh ben, quand tu es là, dans un service, tu es là, tu as ça qui te crame la gueule, c'est ça. Allô, ça marche, on envoie. Et tu te crames. Tu te crames les doigts, les machins, les trucs. Oui, et tu te fais engueuler. Voilà, c'est ça. Et tu te fais engueuler. Moi, j'ai eu des arrêts. Le chef et tout. Ah, hein. Oui. Pas ici, mais dans les brigades. Ouais. Que moi, j'ai eu lever des poissons. Tu vois, je remuais et j'enlevais les arêtes avec les dents, les poissons avant de les poêler. Hein. Ah oui. Ah ouais, non, mais tu peux. Un jour, tu vas dans une cuisine où il y a un coup de feu. Ouais. Mais tu te poses sur un petit tabouret et tu regardes. Ah ouais. Mais j'avais un client à Fleur de Sel, il venait, se mettait dans un coin, il était comme ça. Il disait, mais moi, avoir un service. Ouais. Et là, tu peux pas imaginer. Ouais. Et ça arrive, les bons arrivent. Allô, ça marche, on envoie et tout, et ça marche. Et t'es là. Alors, une dernière opération. Avant de mettre notre bolognaise au four, nous allons mettre quelques herbes aromatiques. Donc un peu comme la sauce tomate, composée de sauge, de laurier, de romarin et de thym. Par contre, la différence, c'est que là, on va les laisser dans la bolognaise. C'est vraiment des herbes qui rentrent dans la recette, qui ne s'enlèvent pas ensuite comme un bouquet garni. Donc, il va falloir les pulvériser, en fin de compte, les hacher. Alors, on peut avoir la même chose, c'est-à-dire au couteau, mais alors là, c'est un temps de dingue. Voilà, là, j'opte aussi. J'ai pu apercevoir des clous de girofle aussi. Alors oui, c'est vrai. Bien, tu l'as bien. Voilà, ils sont là. Oui, il y aura 2 clous de girofle. Bravo. Là, on dose. Alors le clou de girofle, c'est le clou de girofle avec parcimonie. Ouais. Là, on en a mis 2, hein, ce qui est largement suffisant. Tu l'as vu où, toi, le deuxième? Moi, j'en vois un là, oui. Oui. Le premier. Et le deuxième est ici. Et le deuxième. Voilà. Donc, un petit mixeur type moulin à café. Alors là, on utilise un mixeur qui est quand même assez puissant, hein, qui sont des petits mixeurs moulin à café, parce que c'est pour pulvériser. Voilà, on obtient donc ce genre de choses, une genre de poudre d'herbes aromatiques. Et celle-ci, elle va finir donc dans la bolo et elle y restera. La bolognaise va demander donc, comme je l'ai dit, un minimum de 4 heures. On va être sur 120 degrés.
120 degrés qui va correspondre à peu près à une eau qui bout à 100 degrés. Vu qu'il y a de la matière dedans, on dit que on ne veut pas que ça bouillonne trop, donc on est entre 100 et 120 degrés. Donc c'est une petite ébullition maîtrisée. Voilà, et pareil pour la tomate. Par contre, là, on va être sur maximum 2 heures. D'accord. Hein. Pour éviter une attente trop longue cet après-midi, nous avons donc notre sauce tomate qui a été cuite au four, donc 2 heures. Donc on voit le brunissement quand même. Et notre bolognaise, elle, cuit un peu plus longtemps. Voilà. On va distinguer. Voilà. On voit bien la différence de produit. Hein. Déjà la concentration. Le gras, on va en enlever le plus possible, qui est donc de la guanciale. Là, notre viande bien cuite. Alors, on voit qu'il reste quelques morceaux quand même. Hein. Là, on voit que c'est beaucoup plus liquide. On n'a pas encore subi de cuisson. Si on chope des morceaux du style gélatine, on va voir qu'elle n'est pas encore fondue. Voilà, la gélatine, on voit les gros cubes de gélatine comme ça qui viennent de nerfs, qui viennent des nerfs du paleron, qui n'ont pas encore fondu. Là, on voit bien qu'ici, on ne les retrouve pas encore. Et alors, question technique pour la cuisson au four, on met un couvercle ou non? Oui, parce que là, déjà, avec un couvercle, on voit la coloration qu'on a eue. Ouais. Donc, sans couvercle, on aurait carrément eu un gratinage. Ouais. On aurait un peu séché, on aurait perdu une trop grosse perte d'eau, on aurait séché le dessus et on n'aurait peut-être pas pu le récupérer. D'accord. Donc bien sûr, chose bête et intelligente, on vérifie que l'ustensile qu'on utilise au départ rentre bien dans notre four. Oui. Parce que là, si on prend l'ustensile et qu'on se dirige vers le four et que ça ne rentre pas, on aura l'air bête. Un peu marron, effectivement. Est-ce que dans ces cas, on change de contenant? Ah oui, on changerait. On met au four? Ou est-ce qu'on peut laisser sur le feu pendant... Alors, on pourrait rester sur le feu, mais alors là, il faudrait une constante surveillance. D'accord. Parce que vu que la chaleur va arriver essentiellement du dessous, on va avoir quelque chose qui va sans arrêt réduire et accrocher au fond. Donc, il faudra le détacher pour pas justement que ça brûle. Donc, le four reste quand même... Idéal, donc s'assurer de la taille de la casserole. Et on se met en chaleur tournante. Alors, j'ai que ça. Honnêtement, la chaleur tournante, on va avoir quelque chose qui va augmenter la chaleur d'une dizaine de degrés. Mais la chaleur tournante, là, il n'y a vraiment aucun avantage, parce que vu que nos produits sont complètement couverts, que la chaleur elle vienne du dessus, dessous, tout ça, enfin je veux dire, qu'elle tourne ou qu'elle ne tourne pas, ce serait pareil. D'accord. La chaleur tournante, c'est intéressant quand on a un rôti, parce que justement, on a une chaleur qui circule beaucoup mieux, et donc on aura plus, les rôtis sont rôtis un peu de tous les côtés, comme un poulet, etc. Là, franchement, c'est dans une casserole, mon four est à chaleur tournante, je ne vais pas le démonter, hein. Donc voilà, il reste comme ça. Voilà, donc comme une minuterie à 2 heures pour la sauce tomate, on rajoutera 2 à 3 heures pour la bolognaise derrière. Tout dépendra quand on goûtera de la texture. Donc là, on est bien d'accord qu'on était à hier, en fin de compte. Et oui. Ou de très bonne heure le matin. Ou de très bonne heure le matin. Voilà. Mais en tout cas, ça a été préparé en avance parce que sinon... Voilà. Là, lasagne bolognaise dans les règles de l'art par Sironitar, c'est 2 jours. C'est ça, c'est ça, il faut. Parce qu'on peut même pousser la chose, si on ne veut pas être brusqué, pas pour la sauce tomate, mais pour la bolognaise, on pourrait descendre la température à 89 voire 90 degrés. Là, on passe ce qu'on appelle des cuissons longues, basse température, donc entre 63 et 89 degrés. Il faut toujours être au-dessus de 63 pour des raisons de bactéries, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et là, on va pousser la cuisson pratiquement à 8 heures. Ah oui, ok. Voilà, donc on a largement le temps de faire une nuit. Dormir de ses 2 oreilles. Donc là, on est revenu pratiquement, on va dire, si on a de passer à table d'ici environ 1h30. Donc on va préparer la béchamel.